Donc je vais faire l'audition, c'est histoire de faire quelque chose d'un peu moins lourd. Voilà. Alors quand même, bon, un petit mot quand même minimum, c'est que sur le plan périphérique, hein, on est amené à écrire l'oreille externe. Je rappelle que l'oreille externe, le pavillon de l'oreille, c'est quelque chose d'assez important. Vous savez pourquoi on a un pavillon de l'oreille aussi tourmenté? C'est pas évident. Hein, le pavillon, on comprend. Le pavillon, c'est comme une parabole qui va capter, concentrer toutes les ondes sonores. Mal. Bon, ça encore, on comprend. Mais pourquoi, à la limite, on n'aurait pas justement une belle parabole qui nous permettrait de concentrer bien au centre de la parabole l'énergie sonore? Parce que la conformation de l'oreille va contribuer à la détection de la source sonore verticalement. Et je vais vous montrer ça après. Donc c'est très fin, c'est tout à fait incroyable, mais c'est comme ça. Donc, après avoir fait converger le flux sonore, donc toutes ces vibrations aériennes au fond du conduit auditif, protégé par le cérumen, les poils, etc., pour éviter des intrusions parasites qui pourraient abîmer notre oreille. Le tympan transforme cette énergie en une autre énergie mécanique qui, grâce aux osselets, dans l'oreille moyenne, vous vous rappelez, dans l'oreille moyenne, la caisse du tympan, nous sommes dans le rocher, dans la partie pétreuse de l'os temporal, le rocher, et là, vous avez ces trois osselets, hein, le marteau, l'enclume, l'étrier, qui sont articulés les uns aux autres, enfin l'étrier c'est stapes, hein, qui sont articulés les uns aux autres et qui vont permettre de faire passer l'énergie du tympan externe à un autre tympan, qui est ce tympan ici, voilà, dans cette fenêtre donc ovale, cette fenêtre qui est supérieure et qui va permettre de transmettre les vibrations donc à la cochlée qu'on retrouve en arrière avec ces tours de spire caractéristiques. Alors, je rappelle aussi que, comme on le voit très bien sur le dessin, on a un labyrinthe osseux. Bah, ce sont tous les tunnels qui sont creusés dans le rocher. C'est le labyrinthe osseux. Et à l'intérieur du labyrinthe osseux, on a un labyrinthe membraneux, c'est-à-dire la cochlée membraneuse et puis l'utricule, sacule et les canaux semi-circulaires. Hein, voilà. Et donc, on voit très bien en transparence, le canal cochléaire. Hein, donc ça, c'est le labyrinthe membraneux qui est à l'intérieur du labyrinthe osseux, qui a bien sûr la même forme. Ok. Donc, vous reverrez vous-même, parce que là, c'est pas le but aujourd'hui, comment ces vibrations sont transmises au canal cochléaire, dont la base, la membrane basilaire, va se mettre à osciller, et les cellules ciliées qui reposent dessus, avec les cils par-dessus, une coiffe gélatineuse hein, qui est par-dessus, comment ces cellules vont vibrer, et du coup, les cils vont être pliés en quelque sorte, et c'est ça le processus qui déclenche, en fait, merci, qui déclenche l'événement auditif. Alors, à partir de là, on a les grandes voies qui démarrent, c'est le premier neurone qui est stimulé par les cellules ciliées, et je rappelle que ce premier neurone, neurone périphérique, N1, neurone périphérique. Donc on va revenir après. Avant, je suis dans l'introduction. Je voulais juste vous donner les quelques mots-clés qui sont excessivement importants dans cette grande voie. Pour vous dire qu'il s'agit d'une voie ascendante, évidemment, c'est un système sensoriel. Hein, c'est un système sensoriel. Donc c'est une voie ascendante, une voie qui remonte jusqu'au cortex, et notamment la première circonvolution temporale qui est la cible des voies auditives, on va le voir après. Mais si le modèle 3 neurones de relais est un modèle fondamental, là malheureusement on va voir que dans l'audition, c'est pas tout à fait comme ça que ça passe, et qu'il y a pas mal de relais supplémentaires qui existent dans les voies auditives. Donc c'est pour ça que j'ai mis sa tendance, un système qui est plutôt multisynaptique, plus que 3 synapses,
pour la plupart des chaînes neuronales qui remontent au cortex. En général, il y a plus que 3, donc il y a des relais supplémentaires. Ça n'empêche pas que ce système est lui-même extrêmement organisé. De toute façon, c'est simple. À chaque fois que vous avez un canal sensoriel, visuel, auditif, sensitif, etc., un canal d'entrée, eh bien, ces canaux sont toujours très organisés. Hein, c'est un traitement de l'information qui est extrêmement rigoureux, extrêmement précis. Depuis les récepteurs jusqu'au cortex, hein, tout est parfaitement organisé. Donc ici, c'est organisé en fonction des fréquences. Vous avez des fréquences caractéristiques des neurones qui répondent aux fréquences basses, graves, des neurones aux fréquences aiguës, 20 Hz, 20 000 Hz. Vous savez, tout le spectre sonore entre 20 et 20 kHz, hein, 20 Hz et 20 kHz à peu près. Bon, personne ici, je pense, entend du 20 Hz ni du 20 kHz, hein, parce qu'avec l'âge, peu à peu, ça se rétrécit. Et puis, l'autre notion, c'est de comprendre que, comme toute voix, il y a bien une décussation, mais que là, la décussation, elle n'est pas complète. Alors ça aussi, c'est extrêmement important, parce que ça veut dire que quand j'ai une lésion d'un lobe temporal, je n'ai pas de surdité unilatérale, hein, liée à l'atteinte du cortex récepteur. Hein, parce que l'autre cortex, l'autre côté, reçoit les informations des deux oreilles, puisqu'il y a une décussation qui est partielle. Donc voilà, c'est très important. Il reste un composant homolatéral. Enfin, quelque chose aussi d'important, mais ça c'est vrai dans beaucoup de systèmes, eh bien ça marche, ça monte, hein, au cortex, mais le cortex lui-même redescend sur l'oreille interne, et donc on a un feedback, on a des voies descendantes qui vont permettre de contrôler notre oreille parce qu'elle est fragile, et que avec les Walkman et tous les écouteurs qu'on se met de plus en plus, on le sait, on a de plus en plus de surdité par justement nuisances sonores avec des niveaux sonores qui détruisent les cellules ciliées internes complètement et entraînent une surdité définitive avec disparition des cellules ciliées internes. Donc c'est pour ça que vous avez vu maintenant, c'est marqué sur toutes les boîtes, attention, le volume sonore a été réduit ou bridé, etc. Et qu'il faut éviter quand même de se mettre trop près d'enceintes qui crachent du 300 watts pendant 3 heures, parce que là, vous détruisez en fait vos cellules ciliées, et tout doucement, vous devenez sourd sans vous en rendre compte. Alors, le nerf, premier neurone de la voix, N1, qui est un neurone périphérique, c'est le nerf cochléo-vestibulaire. Alors, c'est vrai, c'est dans le labyrinthe osseux et membraneux, hein, que ce nerf prend l'origine, puisque ce nerf, ce prolongement périphérique, contacte les cellules ciliées internes, uniquement internes, hein, et qui, lorsqu'elles sont stimulées, envoient donc ici, vont exciter le nerf auditif. Bon. À partir de là, vous avez un ganglion, c'est le ganglion de Corti, qui est au sein même de la cochlée, hein, qui reçoit toutes ces informations. Et ce ganglion, donc qui contient les corps cellulaires, ce ganglion va donner les axones, qui forment le nerf 8. Voilà. Alors c'est ce nerf 8 qu'on voit sortir ici, on le voit très bien, qui sort par le méa acoustique, hein, pour pénétrer à l'intérieur de la région bulbopontique, hein, enfin surtout bulbaire, enfin, c'est à la jonction bulbopontique, et faire relais, le premier relais, dans justement le noyau cochléaire. Voilà. Donc, le premier neurone, c'est facile, c'est un neurone périphérique, il est dans la cochlée, les corps cellulaires sont regroupés en ganglions dans la cochlée, le ganglion de Corti, les axones sortent, ils sortent du rocher par le méa acoustique, ils rentrent dans le tronc cérébral, et voici, regardez la petite animation. Voilà, ici en rouge, on voit les axones qui arrivent, et qu'est-ce qui vont se passer? Ils vont faire relais dans les, c'est pas très bien dit, les noyaux cochléaires, ventral et dorsal. Alors, simplement, je vais essayer de mieux préciser ce dessin. C'est une coupe axiale entre le pont et le bulbe. Hein. Donc, en avant, là, ça c'est l'avant, bien sûr.
vous voyez, ben, vraiment, on est juste au-dessus de l'olive, hein, c'est le ras, c'est au ras de l'olive, là, on est un tout petit peu d'olive, voilà. Et puis surtout, vous voyez, bah tiens, voilà le nerf trijumeau, là. Ça, c'est le nerf trijumeau, vous voyez, le 5, avec son petit faisceau qui descend avec. Voilà, le petit faisceau du trijumeau. Voilà. Et puis, vous voyez dehors, vous voyez ici, le pédoncule cérébelleux inférieur, parce que le bulbe donne le pédoncule cérébelleux inférieur, hein, vous vous rappelez, qui réunit les bulbes au cervelet. Voilà. Et c'est en dehors de ce pédoncule qu'on voit les deux noyaux cochléaires, ventral et dorsal. D'accord? Voilà, donc ça c'est facile. Et là, j'ai mis le noyau vestibulaire en arrière, vestibulaire, qu'on retrouve ici, c'est un complexe nucléaire, voilà, qui va contrôler, lui, l'équilibre. Mais nous, aujourd'hui, on va pas regarder le noyau vestibulaire et ni le vestibule, hein, les canaux semi-circulaires, utricule, sacule. On va pas le faire parce qu'on n'a carrément pas le temps. Hein, et donc, on va s'attacher à l'audition, noyau cochléaire. Voilà. Alors, une fois bien placé sur ce schéma, voilà, on va regarder le devenir, le deuxième neurone, qu'est-ce qu'il fait. Donc ici, le noyau cochléaire, c'est le premier relais obligatoire, hein, tout comme le noyau gracile et cunéiforme était le premier relais de la sensibilité lemniscale, hein, de la voie cordonale postérieure, c'était gracile et cunéiforme. Ben là, c'est le cochléaire. Ils sont à l'origine des deuxièmes neurones, c'est-à-dire ce qu'on appelle les stries acoustiques. Ces deuxièmes neurones, N2, forment les stries acoustiques. Donc ils partent des noyaux cochléaires, et on va définir 3 stries acoustiques. Regardez l'animation, vous montre ici, 1, 2, 3, les 3 stries acoustiques. Stries acoustiques, donc, antérieure, ou ventrale, hein, moyenne, et dorsale, ou postérieure, c'est la même chose. Dorsale, voilà. Donc ces 3 stries acoustiques. Je n'ai représenté ici que des flèches, parce que ce sont des voies ascendantes. Elles naissent de ces noyaux cochléaires ici, mais à partir des noyaux cochléaires, qu'est-ce qu'elles font? Elles montent vers le pont. Donc, dans ma coupe, je vais les sectionner, je les perds dans la coupe, puisque après elles sont au-dessus, elles sont dans le pont. Elles sont en train de traverser la ligne médiane, d'ailleurs, pour la plupart. On va distinguer donc surtout la strie acoustique ventrale, antérieure, la voici, antérieure, et puis le paquet des 2 stries acoustiques, moyenne et dorsale. Elle, ça va être très simple, hein, on va voir, j'en parle tout de suite. Ces stries dorsales et moyennes, qu'est-ce qu'elles font? Elles croisent la ligne médiane directement, elles remontent au pont, hein, elles croisent directement, et remontent ensuite dans la voie de l'audition. Cette voie de l'audition, on l'appelle le lemniscus latéral. Le lemniscus latéral. LL. Alors bien sûr, par rapport au lemniscus médial, vous imaginez bien qu'il est beaucoup plus en dehors. Il y en a un qui est médial, l'autre qui est latéral, voilà. Et entre les deux, il y a le spinothalamique, tout simplement. Donc voilà, on va le voir très bien dans les prochaines coupes. Voilà. D'accord. Premier neurone, il est périphérique. Il se termine dans les relais, dans les noyaux cochléaires. Le noyau cochléaire donne le deuxième neurone. Soit ça part en avant, strie acoustique ventrale, soit ça part en arrière, strie acoustique intermédiaire et postérieure, enfin dorsale, et ça croise complètement la ligne médiane et ça monte. Le problème de la strie ventrale est particulier, on va voir tout de suite. Alors, pour l'instant, ça c'est le schéma final que on aura vu à la fin. Pour l'instant, dans le schéma final, ne regardez pas trop là tout ce qui est ici, hein, laissez tomber, mais regardons où on en est par rapport au tout début. Eh bien, le nerf 8, il a fait relais ici, premier neurone, il a fait relais dans les noyaux cochléaires, dorsal et ventral, et là on voit des stries acoustiques qui sont en train de croiser partiellement la ligne médiane. Donc on voit la dorsale, la moyenne et la ventrale. Alors en fait, là on va arriver maintenant au pont, puisqu'on est en train de monter, hein, ce sont des voies qui sont en train de monter, qui sont parties du bulbe, enfin de la jonction bulbopontique, et puis on arrive au pont. Alors nous, on va laisser tomber la voie dorsale, la moyenne et dorsale, parce qu'elle croise et puis elle monte dans le lemniscus, donc ça c'est le lemniscus latéral qui est là, d'accord. Par contre, on va regarder la strie ventrale, voilà, qui est en train de croiser la ligne médiane, et qu'on va appeler
le corps trapézoïde. C'est un synonyme. Hein, la strie ventrale, elle forme le corps trapézoïde. Regardons ça tout de suite. En effet, c'est au niveau du pont. Au niveau du pont, la strie ventrale forme ce faisceau qui croise la ligne médiane. C'est le corps trapézoïde. CT. Corps trapézoïde. Le voici qui est en train de croiser la ligne médiane, puisque les noyaux cochléaires étaient plus bas, quelque part par là, mais plus bas, hein, dans le bulbe, et en montant, hop, on a ici on croise la ligne médiane. Bon. Simplement, quelques points importants. À l'intérieur du corps trapézoïde, il y a des petits noyaux, parce que là, c'est un ensemble de fibres. Hein. C'est un ensemble de fibres. Donc voilà, c'est plein de fibres. Voilà, comme ça. Tout un réseau qui croise la ligne médiane. Et dans ce faisceau, il y a des noyaux intermédiaires qu'on appelle les noyaux du corps trapézoïde. Voilà. Donc, ça veut dire déjà que certaines fibres vont faire relais dans ce noyau optionnel. Pas toutes, certaines font relais dans les noyaux du corps trapézoïde. Et là, je ne veux pas rentrer dans le détail, c'est assez complexe, mais il y a des traitements particuliers pour certaines modalités de l'audition qui s'opèrent déjà dans ces relais. Bon. Alors, regardons ce premier relais. Non, d'accord. Deuxième noyau intéressant au niveau du pont, c'est le noyau ici qu'on appelle l'olive supérieure. Olive supérieure. Comme vous voyez, c'est pas un seul noyau, c'est un complexe. Olive supérieure, médiale et latérale. Complexe. Vous savez que l'olive dans le bulbe, c'est l'olive inférieure. Elle n'a rien à voir, parce qu'elle envoie les fibres grimpantes qui contrôlent le cortex cérébelleux. Olive inférieure. Ici, ce sont les olives supérieures dans le pont et qui relaient l'audition. Regardons comment elle le relaie. Eh bien, je commence et je m'aperçois que déjà, j'ai des fibres homolatérales, hein, ipsilatérales, qui font relais dans cette olive. Homolatérales. Mais, on s'aperçoit aussi, si je vais de l'autre côté, on s'aperçoit aussi qu'il y a des fibres qui font relais dans l'autre olive. Donc, au total, chaque olive supérieure reçoit des informations binaurales. Informations des deux oreilles. Puisque les voix projettent à droite et à gauche. Toutes les voix se projettent partout. Donc, chaque olive supérieure reçoit des afférences binaurales. Encore pire que ça, certains neurones de l'olive reçoivent eux-mêmes, c'est au niveau du neurone, reçoivent eux-mêmes des informations binaurales au niveau du neurone. Avantage. Avantage, c'est pour une source sonore latérale. Si la source sonore est très latérale, le front d'onde, si la source est à droite, va arriver avec un décalage temporel, déphasage. Le front d'onde va arriver d'abord du côté droit, et avec un déphasage lié à la distance entre les deux, le chemin plus long, arriver ensuite à l'oreille gauche. Or, ces neurones qui reçoivent des afférences binaurales dans l'olive supérieure sont sensibles au déphasage des afférences binaurales. Ce sont eux qui sont à l'origine de la détection, de la localisation des sources sonores dans l'espace. Droite-gauche, c'est l'effet stéréophonique. C'est la localisation des sources sonores dans l'espace, horizontalement. Alors vous direz, oui, mais alors, si maintenant c'est à droite en haut ou à droite en bas, parce qu'on le sent, eh bien, c'est la conformation du lobule de l'oreille qui fait qu'il y a des réflexions multiples grâce à cette forme très particulière du lobule de l'oreille qui va entraîner des ondes, une sorte de mélange d'ondes réfléchies, hein, et c'est la composition de ces ondes réfléchies qui va donner une indication à nos neurones de la hauteur, hein, verticalement donc, de la localisation donc verticale de la source sonore. Vous voyez, c'est quand même formidable, c'est un traitement extrêmement complexe par ces neurones. Donc vous retenez-vous, olive supérieure, mais mettez bien supérieure, hein, sinon c'est pas bien du tout. Olive supérieure, localisation spatiale des sources sonores. Alors ça c'est fondamental. Bon. Alors, in fine, qu'est-ce qui se passe? On a fait relais,
ou par relais d'ailleurs, hein, c'est facultatif hein, tout ça, dans les olives supérieures et dans les noyaux des cordes trapézoïdes. On a croisé ou pas croisé. Bon. Le but, c'est de remonter dans le lemniscus latéral. Alors le voici, je vais enlever, oula, voilà, je vais enlever toutes les petites branches, et tout à l'heure, je vous ai montré, voilà, cette petite, la section, ici, de ce petit faisceau, ça c'est le lemniscus latéral, c'est le faisceau qui remonte vers le mésencéphale et le thalamus. C'est le lemniscus latéral, c'est la voie de l'audition. Comme tout à l'heure, le lemniscus médial, c'était la voie du tact épicritique, hein, la voie cordonale et lemniscus médial. Hein, et bien là, c'est le lemniscus latéral, c'est la voie de l'audition. Donc, vous le voyez ici coupé, et qui va remonter vers le mésencéphale. D'accord? Alors, simplement, le système n'est pas complètement croisé. Donc, soit ça monte dans le lemniscus. Regardez ici mes projections vers les noyaux. Et les noyaux, qu'est-ce qu'ils font? À partir des noyaux, eh bien, ça va se reprojeter dans le lemniscus du même côté ou de l'autre côté. Au niveau du mésencéphale, voici simplement le lemniscus qui monte. Voilà. Hein, donc c'est très facile. Votre locus niger ici, que vous reconnaissez. Locus niger, l'avant, l'arrière. D'accord? C'est simplement pour vous dire, voilà, c'est toujours pareil. Il y a le lemniscus médial qui est en dedans, le spinothalamique qui est en dehors, et le lemniscus latéral qui est dehors. C'est tout, hein. C'est toujours la même suite. Lemniscus médial, spinothalamique, lemniscus latéral. Donc, quand même assez facile. Donc ça monte toujours. Et le but ultime, c'est de se terminer dans le colliculus inférieur, qui est un relais qu'on va considérer comme obligatoire. Bon, même si c'est pas à 100%, mais le colliculus est le relais de l'audition. Hein, voilà. Donc, vous voyez ce qui s'est passé. On a croisé la ligne médiane en partie, mais pas complètement, parce que de l'olive, ça peut remonter. Hein. On a croisé la ligne médiane, partiellement, et, voilà, partiellement c'est là, et on fait relais dans le colliculus inférieur, bien sûr, colliculus inférieur. Le neurone suivant, qui part du colliculus. Vous vous rappelez, le colliculus, j'avais fait une analogie, colliculus, c'est l'altère. Donc il y a, il y a colliculus en dedans, corps genouillé en dehors, les deux boules, et entre, il y a le bras conjonctival. C'est comme une altère. Donc là, c'est ce qui se passe. Du colliculus, les axones forment le bras conjonctival. Ça, c'est la poignée de l'altère. Et pour atteindre l'autre boule qui est de l'autre côté de l'altère, c'est le corps genouillé médial. Ça, corps genouillé, ou géniculé, c'est pareil, hein. Médial, corps genouillé médial. Ça, c'est un noyau du thalamus. Ça, c'est important. Corps genouillé médial, c'est du thalamus. Très, très important. Bon. Donc, du colliculus, les axones vont se terminer dans le thalamus, dans le corps genouillé médial. Donc ça respecte bien notre schéma. Hein, ça respecte bien le fait que le dernier neurone est un neurone thalamo-cortical, comme d'habitude. Simplement, il y a eu des petits relais supplémentaires avant, et on n'a pas un schéma parfaitement 3 neurones de relais. C'est un petit peu plus compliqué. Donc, regardons ce que ça donne. Le colliculus inférieur en dessin, hein, on l'a déjà vu dans la morphologie. Le colliculus, le thalamus, gauche et thalamus droit. Le troisième ventricule avec la glande pinéale au milieu. Sous le thalamus, les noyaux corps genouillé. Donc, le corps genouillé. Donc, voilà. Ça, c'est le corps genouillé médial. Corps genouillé médial. Et puis, entre les deux, là, tout ça,
c'est le bras conjonctival, hein, le bras conjonctival inférieur, je fais une petite flèche, pareil, voilà, et ça, c'est le BJ, bras conjonctival inférieur, BJI, bras conjonctival, que vous reconnaissez. C'est les axones qui relient le colliculus au corps genouillé, tout simplement. Hein. Ça nous permet de remonter, bon, je poursuis, ça nous permet de remonter donc au corps genouillé. Alors où il est, le corps genouillé? Quand on a les deux thalamus comme ça, les corps genouillés sont en dessous, hein, médial et latéral. Donc ça, c'est le médial. M. Voilà. Donc du colliculus inférieur, bras conjonctival, on arrive au corps genouillé. Vous savez que j'en avais déjà parlé, j'avais dit que les corps genouillés, non seulement ils sont très bas sous le thalamus, vous voyez là le thalamus, on le voit très bien, mais le métathalamus, il est en dessous, il est très proche en plus de l'hippocampe. Donc là, c'est là et là, hein, enfin on voit pas très très bien. Et là, on a le corps genouillé médial qui est en dessous. Alors, le dernier neurone a pour cible le gyrus de Heschel, c'est-à-dire du lobe temporal, première circonvolution temporale. T1, T2, T3, T4 et T5. Eh bien, on voit sur T1, on voit une espèce de petite boule ici. Cette petite boule qui est là, comme on voit ici, la petite boule, c'est le gyrus de Heschel. Comme la coupe est assez postérieure, ce gyrus, il est très interne. Mais si jamais je ravançais un peu, le gyrus serait de plus en plus en dehors, parce qu'il est transverse, il est oblique. Hein, ça, c'est l'aire de l'audition. C'est l'aire auditive primaire, A1. Hein. Alors, vous voyez que le troisième neurone, c'est le neurone thalamo-cortical. Troisième neurone, thalamo-cortical, qui part du corps genouillé médial, on l'a vu ici, corps genouillé médial, et qui a pour cible, bien sûr, le cortex de T1, c'est-à-dire le gyrus de Heschel, c'est Heschel, voilà, je n'ai pas fait de faute, le gyrus de Heschel, qui est situé à la face dorsale de T1, c'est un gyrus transverse. C'est ici l'aire auditive primaire, A1, aire auditive primaire. Et le faisceau que vous voyez en vert, c'est ce qu'on appelle la radiation, ou les radiations auditives, j'allais dire optique, auditive. Radiation auditive. Voilà. En vert, ici, radiations auditives. Je vais marquer, là, R, A. Et hop, la flèche, radiation auditive, ce sont les neurones thalamo-corticaux qui vont du corps genouillé médial jusqu'à l'aire auditive primaire. Alors bien sûr, tous ces relais sont très organisés, comme d'habitude, en respectant une carte fréquentielle, puisque les neurones ont toujours des fréquences caractéristiques, hein, dont ce qu'on appelle une tonotopie. On retrouve la tonotopie, des neurones qui répondent aux graves, aux aigus, aux médiums, etc., qui sont bien séparés. Bon. Donc, on en était là, le corps genouillé médial, et la radiation auditive va se terminer dans le cortex, tout simplement. Donc, on va arriver à la dernière étape, projection du corps genouillé ou géniculé, hein, c'est pareil, du corps genouillé sur le cortex auditif. Voilà. Alors, cette très belle reconstruction que vous trouverez dans le Digital Anatomist, vous tapez Digital Anatomist dans Google, vous trouverez tout de suite, vous montre, d'abord ici, on a enlevé le frontal, le pariétal, je crois que vous l'avoir déjà montré, on voit l'insula, et surtout, à la face supérieure, là, à la face supérieure, on voit ce gyrus qui part en travers, comme ça, à la face supérieure, qui est le gyrus de Heschel. Il est vraiment à la face sub, c'est-à-dire que quand vous regardez un cerveau de profil, on voit pas, c'est caché dans le sillon latéral. C'est l'aire auditive primaire. Bon. Alors, là, on a ce gyrus, le thalamus, et on voit la radiation auditive qui est en train de monter, comme ça, sur le cortex, qui est oblique, évidemment, donc c'est bien représenté. C'est l'aire 41, bon, il y a un peu 42, de Brodmann. Voilà. Alors, concernant ce cortex, vous, qu'est-ce que vous retenez? Un, c'est le gyrus de Heschel.
2, c'est sur T1. 3, afférence bilatérale. Binaurale, voilà. Afférence binaurale. Donc, pas de surdité par lésion du cortex, hein, binauriculaire, binaural, c'est pareil. Pas de lésion par lésion corticale, unilatérale, ou en tous les cas, peu de signes cliniques. On peut chercher la petite bête, mais c'est pas le but. Voilà. Alors après, une fois qu'on a vu toutes ces voies, eh bien, il y a des voies qui redescendent, cette fois-ci. Elles redescendent sur la cochlée, c'est ça le but. Et notamment, elles partent surtout du noyau qui est origine, c'est surtout l'olive supérieure. Alors même si l'olive est influencée par le cortex, il y a des voies qui redescendent, mais c'est de l'olive supérieure qu'on a un faisceau olivo-nucléaire. Retour sur l'olive, mais pas n'importe où. Ces neurones se projettent sur les cellules ciliées externes. Vous savez qu'il y a deux types de cellules ciliées, les internes et les externes. Et là, c'est sur les cellules ciliées externes. Celles qui ne sont pas à l'origine de l'audition, mais qui contrôlent l'audition. Car lorsqu'on les stimule, elles vont opérer un mouvement de cils, et à ce moment-là, elles vont modifier la réponse des cellules ciliées internes, parce qu'elles sont toutes bloquées dans la même coiffe gélatineuse, hein, qui enserre leurs cils, hein, les stéréocils des cellules ciliées internes et cellules ciliées externes, qui sont donc, je dirais, codépendants. D'accord? Donc, en un mot, pour résumer, les cellules ciliées externes contrôlent la mobilité, la réponse, en tous les cas, des cellules ciliées internes. Voilà. Donc elles sont vraiment, elles peuvent se modifier, basculer leur stéréocyle. Et c'est pour ça qu'on enregistre une activité dans l'oreille. Il y a ce qu'on appelle des potentiels microphoniques, et on peut enregistrer ces mouvements de stéréocyle de cellules ciliées externes. Autre point intéressant, eh bien, c'est de dire, il existe des réflexes en plus, car le 8, le nerf auditif, va dans le tronc cérébral faire relais avec le muscle tenseur du tympan. Voilà. Donc c'est par le biais du 5. Bon, 5. Voilà. Donc ça, ce muscle tenseur du tympan, s'il va contrôler donc les osselets, les mouvements des osselets, hein, et en diminuant l'amplitude des mouvements des osselets, protège l'oreille interne. Si vous avez un bruit très violent, immédiatement il y a une rigidification du système des osselets par ces deux muscles, le muscle tenseur du tympan et le muscle stapédien qui est sur le stapès, donc qui rigidifie le stapès, qui lui évite de faire des grands mouvements, parce que le muscle est contracté, hein, et à ce moment-là, on va diminuer les risques de lésions de l'oreille interne, parce qu'on transmet moins d'amplitude sur l'oreille interne, enfin des stimuli moins amples à l'oreille interne. D'accord? Voilà. Donc ce sont des réflexes ossiculaires, ces réflexes sont protecteurs pour l'oreille interne. Voilà. Alors ici, c'est juste pour vous montrer, c'est le même point, c'est le même point qui est indiqué. Voilà, le gyrus de Esch, il est là. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est pas très joli. Il faudrait que je change cette diapo. Vous voyez là, cette espèce de boule, le champignon en coupe sagittale. C'est cette circonvolution en coupe axiale. Voilà. On voit bien, hein. Et là, de ce côté, ça ferait le petit champignon qui est là. Voilà. Alors là, c'est une IRM fonctionnelle. IRM fonctionnelle. On stimule une oreille, l'oreille de ce côté. Et alors, la plus grosse stimulation, elle passe de l'autre côté, mais quand même, en homolatéral, il y a une réponse. Vous voyez ? Et donc, on montre qu'il y a des projections bilatérales. Hein. C'est directement in vivo chez l'homme, en IRM fonctionnel. Donc, on voit l'activation de ces zones en bilatéral. Même si c'est principalement croisé, c'est vrai, mais quand même réponse bilatérale. Voilà. Bon. Donc,
je vais effectivement arrêter là. Et on fait